Alors bonjour Catherine. Euh, Merci de nous recevoir à nouveau pour réaliser cette interview. Alors il y a quelques semaines, vous avez animé une conférence pour la communauté privée de l'entreprise Demain, un moment qui a été grandement apprécié. Alors on s'est dit après coup que ce serait quand même intéressant pour les personnes qui ne font pas partie de la communauté privée ou qui n'ont pas pu être présentes de pouvoir découvrir qui vous êtes, l'engagement que vous portez aussi à travers vos différentes activités et surtout ce que vous nous réservez pour 2021. Bonjour Au Mathieu, programme. bonjour à tous. Alors tout d'abord, ma première question sera pour les personnes qui peut-être ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Ah, la fameuse question dans laquelle on essaie de mettre des gens dans des cases, toujours très complexe. Exactement. J'ai envie de dire que je porte une cause qui est celle d'essaimer de l'optimisme, de redonner peut-être ces lettres de noblesse à l'optimisme et d'expliquer qu'in fine, cette posture mentale est le prérequis à toute action. En France, on a caricaturé presque l'optimisme, on a confondu optimisme et bienheureux naïf. Mhm. Euh, Comme si on ne se rendait pas compte des enjeux complexes du monde. Pour la petite histoire, j'ai travaillé dans le développement durable, dans le marketing, dans le digital, sur tout ce qui était ma grande transformation de la société. Aujourd'hui, je suis mais vraiment plus que convaincue qu'il faut que chacun regagne un optimisme individuel pour le mettre au service d'un optimisme collectif. Mhm. Donc, on va dire que c'est ça, une mission. Je ne sais pas si on peut dire ça. Ça fait un peu pompeux de le dire comme ça. Mais derrière, ça va s'articuler autour de différents moyens. Donc, d'abord, des sites web pour mettre en avant des initiatives positives dans la société. Parce que je crois qu'il y a la théorie, mais il n'y a rien de mieux que l'exemple, de se rendre compte que d'autres agissent, donc sur l'optimisme.com. Même chose côté monde professionnel, enfin, le secteur aussi dans lequel vous agissez, en fait, donc avec l'optimisme.pro. Et puis tout un tas d'outils. Enfin, je suis auteur de plusieurs livres. Enfin, je me suis mise à faire des petits dessins pendant le premier confinement qui finalement ont été des outils de partage assez forts parce que mon enjeu aussi, c'est d'expliquer que la simplicité ne veut pas dire le simplisme. En fait, on peut être un télo et être très terre à terre, en fait, Bien être sûr. dans l'action du quotidien. Et c'est un peu ça. Voilà, beaucoup de simplicité, beaucoup d'authenticité en se disant, allez, il faut qu'on soit tous optimistes parce que là, il y en a besoin. Voilà. Je crois que c'est une bonne conclusion à cette première question. Effectivement, je crois qu'on en a besoin, et surtout en ce moment. Alors justement, en parlant des livres, et justement en parlant du contexte actuel, moi j'avais une question. C'est quels sont pour vous les éléments que je veux dire essentiels à mettre en place afin de, et donc là je reprends le titre de votre deuxième livre, être soi même au travail. Est-ce que peut-être vous pourriez partager avec les personnes qui nous regardent des clés pour les aider dans leur développement, que ce soit professionnel ou même personnel, parce que mine de rien, les deux sont intimement liés. Ouais, complètement. Je vais revenir un peu sur la genèse de ce deuxième livre. Il faut savoir que comme on travaille beaucoup avec le monde de l'entreprise sur qu'est-ce que c'est que l'optimisme en entreprise, le bien-être des salariés, le mieux-être, le vivre ensemble en entreprise, Ouais. j'avais beaucoup de maisons d'édition qui me sollicitaient en me disant, ah, Catherine, il faudrait que vous écriviez un livre sur le sujet du bonheur en entreprise, etc., etc. Et j'arrivais pas intellectuellement à me dire que ce n'était pas une sorte d'usurpation d'une thématique et qu'il n'y a pas cinq clés pour être heureux au travail. Par contre, que le fait de trouver sa juste place dans le monde professionnel, enfin, vous, Mathieu, moi, Catherine, on n'a pas les mêmes talents, on n'a pas les mêmes compétences, et de fait que le sujet du bien-être, en fait, de chacun passait par probablement se révéler soi-même en ayant conscience de ses forces, de ses faiblesses. Et donc, ce deuxième livre sur Oser être soi, c'est un vrai questionnement, un parcours presque. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise? Mais pas seulement qu'est-ce que c'est que l'entreprise, qu'est-ce que c'est que l'entreprise au sein de la société avec un grand S, à quoi nous on sert individuellement en tant que personne. Donc, j'ai peut-être dans ce deuxième livre été explorer cette question de oser être soi, parce que souvent on me dit oser être soi, mais quand même pas trop. Hein. Parce que bon, c'était un peu trop différent des autres, alors qu'est-ce que la norme? Enfin, ça, il y avait plein de questions. Oser être soi, je pense qu'il y a plusieurs
il y a plusieurs points peut-être à retenir en quelques mots. Le premier, c'est se dire qu'on est imparfait et que tous les autres sont imparfaits. Ou alors se dire qu'on est parfait et que tous les autres sont parfaits. On choisit, mais d'aller accepter ces zones d'incompétence, hein, parce qu'on en a, mais tout autant qu'aller accepter ces zones de talent, sortir de ces syndromes de l'imposteur qu'on peut avoir, ou ces syndromes du sauveur, etc., etc. Donc peut-être d'aller accepter d'avoir une sorte de juste place qu'on ne nous a pas franchement appris à trouver, parce que dès le monde de l'enfance, on nous dit soit bon en mathématiques, par exemple, ou soit bon en littéraire, en fonction de la famille dans laquelle on a grandi. Et puis, on oublie que son talent, c'est peut-être de savoir faire du dessin. Mais demain, savoir dessiner, aller sublimer ce talent sera peut-être beaucoup plus utile à la société avec un grand S, et peut-être à l'entreprise d'ailleurs, que de sa compétence mathématique à faire des équations. Donc, il y a cette chose, c'est d'aller trouver peut-être ses propres talents, se détacher de la notion de réussite, d'expérience. On a grandi dans une société où on nous a un peu du CDI, hein, côté français. Je m'adresse vraiment seulement aux Français francophones, mais vraiment, vraiment à la culture française qu'on peut avoir nous. Du coup, se détacher de cette notion de réussite telle qu'on peut penser avec ces normes. Il faut avoir une maison, un chien, deux enfants, faire carrière, devenir manager, etc., etc., en se demandant, mais pourquoi est-ce que je suis utile? Pourquoi est-ce que je suis bon? Et se détacher du regard que les autres peuvent avoir. Et c'est pour ça, moi, je mets toujours le point d'appui sur la notion d'expérience. C'est-à-dire que pour moi, un parcours de vie ou un parcours professionnel, c'est une grande expérience, un peu comme une sorte de jeu vidéo. Vous savez, il y a des étapes et on va vous donner un... Exactement. Et on va grandir, on va donner une clé, on va apprendre quelque chose. Et puis, c'est plus on envisage ce parcours professionnel comme une expérience, en fait, comme une sorte de jeu qui nous donne des skills, en fait, des petits atouts qui nous apprend qu'on est capable d'être résilient face à un boss hyper toxique ou que finalement, on se croyait incapable de parler en public et voilà, toute personne qui a bossé dans une association qui me dit moi je suis hyper timide, tout d'un coup quand tu dois aller prôner une mission, tu te découvres des talents. Tu seras jamais aussi bon que celui qui adore faire ça et qui se sent hyper à l'aise. Par contre, tu te découvriras que tu es capable de grandir. Donc ça serait vraiment la deuxième chose à aller chercher dans son parcours, se questionner sur cette notion d'expérience. Et la troisième, pour oser être soi, c'est probablement oser dire qui on est. On parle beaucoup de faux self dans le monde du travail et qui est cette capacité d'adaptation, de suradaptation aux normes des autres avec une non-expression de soi-même pendant des années. Mais sauf que si on n'exprime pas qui on est, jamais on va déplacer le centre de gravité de cette norme qui nous entoure. Donc, le vrai questionnement, ça va être de est-ce que je suis entourée de gens qui me nourrissent et sinon, bon, moi, je pense de façon différente. Je pense, alors, par exemple, moi, j'ai une pensée en arborescence, c'est-à-dire que je vais toujours extrapoler. Bon, je ne suis pas fait pour des métiers hyper opérationnels, très clairement, mais au démarrage, je me disais, mais je suis un ovni. Je voyais à 20 ans quand d'autres voyaient à 3 mois et je me disais, je suis un ovni. Jusqu'à ce que je rencontre d'autres gens qui étaient comme moi et ça fait du bien de se dire, bon, c'est pas mieux, c'est pas moins bien que les autres, c'est juste différent. Donc, la troisième chose, c'est peut-être plus on s'exprime, plus les autres viennent à nous tels qu'ils sont et on se met à rencontrer des gens qui nous disent t'en fais pas, t'es pas la seule à avoir cette vision de la société, cette vision du monde peut-être plus humaniste et quelle qu'on soit la vision qu'on a, qu'on soit un gros geekos qui a envie d'avoir que la vision tech de la société ou d'autres qui ont envie d'avoir d'autres visions en fait, tout simplement. Alors, merci. J'espère que cette vidéo sera regardée aussi par les jeunes parce qu'on a une communauté de jeunes qui est de plus en plus grande, en fin de compte, de par les interventions que l'on peut faire avec demain dans les lycées ou même dans les collèges. Et puis aussi par les jeunes que l'on forme à travers d'autres canaux. Et c'est très intéressant parce que hier, je faisais justement une intervention et je leur ai répété pas mal on va appeler ça même des mantras, en fin de compte, des choses qui peuvent se répéter eux-mêmes, comme soyez vous-même. Et ce qui est fou, c'est que quand on leur a demandé de résumer effectivement l'intervention en un mot, c'est ce qu'ils ont retenu, soyez vous-même. Et là, je me suis dit, OK, c'est bon,
fin de compte, j'ai atteint ce que je voulais. J'ai atteint ce que je voulais parce que pour moi, c'est important, surtout quand on est jeune comme ça, c'est des jeunes en BTS ou d'une vingtaine d'années. Et, euh, et voilà, en tout cas, ils m'ont posé beaucoup de questions telles que, effectivement, comment il faut être, comment il faut s'habiller, qu'est-ce qu'il faut dire. Après, parce que même jusque-là, en fin de compte, en entretien Bien ou en sûr. tout cas avec les personnes dans le monde professionnel que l'on rencontre. Et voilà, je leur ai donné pas mal d'exemples de moi, de ma vie, en tout cas de mon expérience, dont je rebondis là-dessus, mais effectivement, l'expérience, pour moi, elle est forte, la notion d'expérience. Et voilà, donc je suis effectivement en lien avec ça. Mais elle est très dure, cette question de qui es-tu, qui Très. est-on, parce qu'oser être soi-même, ça demande de se défaire de toutes ces couches des gens qui nous ont analysés d'une façon. Du coup, on a cru, moi, pendant des années, j'ai cru que j'étais une scientifique. Enfin, j'avais fait de la physique-chimie. Enfin, je suis passionnée par la physique quantique, au demeurant. Mais je suis bien plus douée dans le fait d'écrire, de réfléchir, de partager que à faire des équations chimiques, en fait. Mais comme on m'avait dit que j'étais la scientifique presque de la famille, bon, pendant des années, j'ai cru à ça, en fait. Et, C'était, et cette question de qui on est, je pense que c'est aussi le chemin d'une vie, de se comprendre dans son intégralité. Moi, je donne très souvent, enfin, quand j'ai sorti mon deuxième livre, je sais pas pourquoi à un moment donné, je l'ai dit à mon kiné, que je sortais mon deuxième livre, et il me dit mais c'est vachement, enfin, qui es-tu? Punaise. Tu sais, j'avais écrit un livre qui s'appelait Oser être soi, et la simple question d'un kiné qui arrive et venir en me disant bah, qui es-tu? Bon, c'est très dur comme question, et c'est une exploration en fait. C'est la même chose que finalement un parcours professionnel, un parcours amoureux, un parcours familial, etc., etc. et puis je crois qu'on ne peut pas avoir la réponse tout de suite, et c'est un cheminement, et c'est ce que je réponds en tout cas aux personnes lorsque l'on pratique la CNV, la communication non violente. C'est que, voilà, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai eu un vécu d'expérience et effectivement, j'évolue Bien sûr. avec effectivement le temps. Et oui, c'est sûr que cette question de qui es-tu, même quel sens aussi veux-tu donner à ta vie, c'est des questions que on essaie en tout cas de réaliser des ateliers pour les jeunes justement dans ce sens-là, la question du sens. Mm. Mais ouais, c'est des questions essentielles et pour autant, même pour ma part, je suis rentré dedans il y a peu de temps. Donc, euh, donc ouais. Et accepter de changer, accepter que ce qu'on adorait il y a 10 ans, bah, à un moment donné, ça nous semble futile en fait. Ou à l'inverse, ce qu'on trouvait futile il y a 10 ans nous semble essentiel aujourd'hui, et d'accepter d'explorer parce que bah, voilà, c'est en train de changer. J'imagine que tous les jeunes que vous accompagnez, vous le voyez. Mais on nous avait mis dans des sortes de parcours un peu rectilignes. Enfin, tu es scientifique. Enfin, enfin, et avec tous ces questionnements à l'école, bah, tu fais du dessin, mais non, tu vas faire ça en passe-temps. Mais attendez, si tu es très doué en dessin, il faut que tu ailles sublimer ton art. Et il y a beaucoup de gens qui te disent, mais c'est pas un passe-temps, on ne passe pas le temps avec ce qui fait notre essence, en fait. Parce que ça sera peut-être très utile demain. Et c'est peut-être cette notion qu'il faut qu'on aille tous chercher en permanence. Et je crois que je l'évoque dans le deuxième livre, c'est la notion d'humilité face au temps. On ne sait pas de quoi demain on va avoir besoin. Autrefois, on pouvait tirer de la prospective, on pouvait tirer des scénarios, se dire, bon, bah, c'est comme ça, du coup, dans 30 ans, ça sera comme ça. Maintenant, il y a des innovations de rupture, des geeks depuis leur appartement, depuis leur chambre d'étudiant, codent des applications qui changent complètement toute une société, enfin, et qui vont chercher des nouvelles normes sociales, enfin, etc., etc. On ne peut plus prévoir ce que va être l'innovation. Je vous parle même pas de tout ce qui peut être fracture. Là, on est en pleine pandémie ou développement durable, des dangers climatiques. Et du coup, il va falloir qu'on s'adapte en fait. Et si on a un peu d'humilité face au temps, on peut se dire bon bah l'enjeu c'est d'aller sublimer qui on est parce que je me mettrai à contribution de plus grand. Ouais, bah, c'est sûr que c'est beau, ce sont des mots forts. Bah, je rebondis aussi là-dessus parce que j'ai eu aussi beaucoup de questions sur la notion d'apprentissage de la langue de l'anglais. Mhm. Ça, c'est une question qui revient très souvent auprès des jeunes, et ce qui me paraît normal parce que c'est une langue qui est très, très représentée, en tout cas dans le monde professionnel. Mhm. Et en fin de compte, je leur ai dit, mais j'aurais posé la question différemment, je leur ai dit, mais qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui, au quotidien, vous aimez faire?
Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est regarder des vidéos? Est-ce que c'est regarder des séries? Peu importe. Est-ce que c'est, je sais pas, moi, jouer aux cartes, jouer à des jeux de société? Bon, j'avais quand même des exemples de personnes qui Oui. un peu vieilles, ça ils m'ont fait reconnaître. Mais ça va pas forcément Comment ça, ils plaire. jouent plus aux jeux de société, c'est Alors, jeux ça? de société, si, mais pas aux cartes. C'est un peu différent. C'est des jeux de société collaboratifs, un peu plus poussés. Mais on est plus sur du Dungeons and Dragons, mais version plus plus. Bon, bref, voilà, je suis trop vieux. Euh, mais voilà, je réalisais, mais je vais commencer par ça, en fait. Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous aimez dessiner? Est-ce que vous aimez parler? Est-ce que vous aimez... Et ensuite, je vous ai dit, mais vous allez pouvoir raccrocher, en tout cas, à ça, quelque chose donc, qui fait sens pour vous, justement, pour aller chercher un apprentissage peut-être qui vous paraît impossible ou très complexe, ou enfin compliqué. Voilà. Et donc voilà, j'ai donné mon exemple, en tout cas, de passion que je peux avoir. Alors, passion, c'est un peu grand comme mot, mais en tout cas, motivé par les arts martiaux. Et je suis allé, en fin de compte, rechercher des vidéos, des articles qui étaient en anglais. Et en fin de compte, comme j'aime ça, bah, Mm. l'apprentissage rentre, en fait, ça s'ancre Ouais. directement, quoi. Tu sais, je vais donner cette anecdote qui peut peut-être rassurer des parents. Quand j'étais gamine, j'étais fan d'un groupe de musique. Tu sais, l'ado, et en plus, comme je vais généralement au bout des choses, tu vois, je peux être assez extrême quand j'ai une cause et on a la cause de son âge. Ado, j'étais vers 14-15 ans, j'étais fan d'un groupe de musique. Euh, Mes parents se disaient, enfin, ça faisait un peu, ah bah, tu sais, la jeune boutonneuse qui passe ses journées à regarder des vidéos, enfin, et sur Internet, on était, enfin, Internet n'était pas ce qu'il était aujourd'hui, il n'y avait pas Ouais, Instagram, enfin, il fallait vraiment chercher pour trouver des infos sur ce groupe qui était du coup connu en Allemagne et pas du tout d'accord. connu en France. Du coup, mes parents s'affolaient un peu de ça, ce qui est normal, hein. Enfin, on préfère que ces ados aillent jouer dehors Mm. que se créer une communauté de gens virtuels qui sont fans d'un groupe de musique. J'assume tellement pas que je donne pas le nom du groupe de musique, je sais pas si vous notez. Mais Je vais le garder comme surprise. Je me suis dit, au cas où, en commentaire, peut-être que les personnes seraient intéressées pour être le groupe de musique. Donc, on peut garder voilà, le suspense jusqu'au bout. Mais en fait, tout ça pour dire qu'en fait, quand j'ai fondé l'optimisme, quelqu'un m'a demandé quel avait été mon parcours. J'avais même pas donné mon parcours, comment dire, ce que j'avais étudié dans mes études, ce que j'avais fait dans mon ancien boulot. J'ai commencé par raconter cette histoire parce il se passe en fait qu'en étant fan de ce groupe de musique à l'époque, bah, j'avais appris l'allemand, j'avais appris l'anglais. Quand on est fan d'un groupe de musique, comme il faisait pas de concert en France, bah, je m'étais déplacée dans des pays Ouais, retrouvée en Pologne chez des Polonais à moitié punk, puis en Allemagne ou en Suisse chez des postiers très riches. Enfin, tu vois, enfin, j'avais de fait rencontré l'humanité autour d'une cause. mm, Alors, on a les causes de son âge, mais eh ben, quand on est plus jeune, on n'a pas les moyens de se payer des grands hôtels, du coup, on se débrouille. Ça m'avait appris la vulnérabilité, de tomber dans des pays qu'on ouais, connaissait pas. J'avais appris à coder des sites web, du coup. Et en fait, je m'ennuyais, hein, disons-le, à l'école. Enfin, bon, mm, ça, je voulais bien m'amuser à faire les équations mathématiques, mais c'était pas du tout mon délire, en fait. Et du coup, j'avais créé ce projet en parallèle. Et en fait, ça a été profondément fondamental parce que je m'étais rendu compte que j'étais capable de faire quelque chose, en fait, de mener un projet de A à Z, en fait, que j'étais, comme tu le dis si bien, parce que la cause me portait. Et ben, j'avais été après enfin, quand tu apprends l'allemand, enfin, c'est pas la langue la plus simple à apprendre. Alors, je faisais des cours en allemand, mais mm, pendant 4 ans, j'en avais rien eu à faire des cours d'allemand. Puis tout d'un coup, il fallait que j'arrive à lire, en fait. ouais, Et de fait, c'est un parcours qui a été très formateur et tellement formateur qu'en plus, à la fin du parcours, je les ai rencontrés par hasard dans le sud de la France, dans un tout petit village du sud de la France. Et je me suis dit, en fait, à partir du moment où tu mets les actions en place, qui n'ont rien à voir en fait, parce que c'était du total hasard de tomber sur eux, alors que c'était des méga stars, ils étaient en retraite à côté d'une église génial. dans le Var. Enfin, et tout ça pour te dire que j'avais mis tellement d'actions en place pour pouvoir les rencontrer, enfin, voilà, comme quelqu'un qui est un peu obsédé par un sujet. Et finalement, c'est tout d'un coup, quand j'avais lâché prise, que j'étais partie en vacances, ils sont devenus des potes. Tiens. Bon, tout ça pour te dire que ils remplissaient des stades plus grands que Johnny à l'époque, hein. Ouais. Donc, tout ça pour te dire que cette notion de parcours, elle est hyper intéressante parce qu'il y a de la besogne, il y a de l'apprentissage, il y a faire quelque chose, mais le Graal, de temps en temps, arrive d'une façon, mais complètement ubuesque quand tu l'attends pas et que tu n'aurais même pas pu imaginer en fait. Ouais. Si vous voulez en savoir plus
sur ce fameux groupe qui a changé la vie de Catherine Testa, faites la demande en commentaire et on vous répondra. Non, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de petites choses, en fait. Tout est constructif dans la vie. Et tu vois, à un moment donné, j'avais cherché un mentor, en fait, pour monter l'entreprise. Enfin, un mentor s'est présenté à moi par un non-hasard, j'imagine. Et en fait, il coachait des entrepreneurs qui avaient des boîtes incroyables, en fait, des patrons d'entreprise. Et je pense qu'en arrivant avec cette histoire, en lui disant, alors je pense que c'est le truc le plus fondamental de mon parcours, il a dû se dire, OK, elle est barrée, on y va, quoi. Merci pour ce partage en tout cas.